pas donc sur l'antenne de Radio Brune 90.7, mais vous êtes sur YouTube et nous sommes avec Monsieur Bertrand Mouillot sur Skype. Comment ça va, Bertrand? Eh bien, bonjour à vous tous. Bah écoute, ça va. C'est solitaire comme expérience, mais ça va. Le solitaire, le Michael Mann ou le Belmondo? Euh, on va dire plutôt Belmondo, on reste en France. Ah, tu fais des cabrioles. Et puis on est assez raccord tous les deux quand même, hein? Eh bah ouais, écoute, hein, moi j'ai mis la casquette, toi t'as mis le t-shirt. Et je me suis fait un look de Jésus, tu vois, moi. C'est pour ça, j'ai Ouais, les bon. cheveux longs, la barbe. Bah Je me apparemment c'est dis, très tendance de tout laisser pousser là en ce moment. ouais. Tu te fais pas trop chier, ça va, toi? Bah écoute, on s'occupe, hein. La plupart des gens que j'ai en contact me disent ah bah c'est bien, je vois plein de films, plein de trucs, mais moi c'est déjà un truc que je faisais avant le confinement, donc du coup finalement j'ai vraiment l'impression de faire que ça. Donc finalement c'est rapidement anxiogène, mais bon. Après, on va pas se plaindre, hein. C'est pire que d'être dans les tranchées. C'est pas, enfin, c'est moins pire que d'être dans les tranchées ou autre. Donc ça va. Moi, je m'aperçois que toute ma vie, j'ai été fait pour ce confinement, à stocker je sais pas combien de films. D'ailleurs, je salue nos sponsors, hein, je salue nos sponsors, hein, Barilla, évidemment. Hein. Et puis, j'en ai aussi, pour ceux qui s'inquiètent, j'en ai aussi, Bertrand, j'en ai. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, nos sponsors, on les salue. Donc, Pat et PQ pour ce Skype du confinement. Et non, non, voilà, il n'y a que ça à faire, regardez des bons films, de toute façon. Hein. Ouais, ou des mauvais, hein, parce que j'ai chopé pas mal de merde, hein. C'est rigolo, hein. Du coup, ça va, je suis plutôt bien fourni, que ce soit en support physique ou via les différentes plateformes. Donc, du coup, j'ai toujours de quoi regarder. Mais je regarde pas toujours que des bons trucs, hein. Ça, c'est le risque aussi, quoi. Donc, des séries, des films, des émissions, des tutos, des Skype, des YouTuberies, il n'y a que ça à faire. De toute façon. Donc, Bah, il y a plus alors de 40. les YouTuberies, ça tombe rapidement, ça tourne rapidement en rond, hein, parce que c'est toujours qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement. Donc finalement, confinement, corona, confinement. Ça, moi, c'est bon, je crois plus trop, quoi. Donc ça m'a vite passé. Après, ouais, bah, j'ai l'avantage d'avoir accès, ouais, comme je disais, à beaucoup de plateformes de SVOD. Donc, du coup, je peux voir plein de choses. Et il y a des trucs bien qui sont sortis, et puis il y en a d'autres que j'ai rattrapé un petit peu. Et ben voilà, justement, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va continuer de parler de cinéma et puis on va faire un petit journal de bord de ce qu'on a vu finalement. Donc, tu commences. Qu'est-ce que tu as vu ou même aimé pour commencer? Alors, j'ai vu plus d'une vingtaine de films déjà depuis le début du confinement. Grâce à toi et ta méthode de tout noter, du coup, j'ai noté tout ce que j'ai vu en film. Et j'ai commencé avec. Non, moi, je note sur téléphone, hein, c'est plus simple pour moi. J'ai vu beaucoup de films d'horreur, enfin, films épouvante, horreur, fantastique, dirons-nous. Simplement parce que, étant tout seul, j'ai l'occasion de pouvoir regarder les films que j'ai envie, on va dire, sans avoir à négocier. Donc, c'est plutôt cool. Mais finalement, au bout d'un moment, je te rends compte que le cinéma fantastique, il y a souvent des trucs qui sortent qui sont pas forcément nécessaires, hein. Alors j'ai commencé avec un film de Fede Alvarez qui s'appelle ah merde, j'ai pas mis le bon fichier, qui s'appelle Don't Breathe, que j'avais pas vu, qui a eu beaucoup de succès. Ouais, non, c'est vraiment bien, ouais, ça m'a plutôt mis du baume au cœur. C'était bien pensé, bien écrit, bien réalisé. Donc Fede Alvarez, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui avait fait le remake de Evil Dead, qui était très différent, mais qui était un film d'horreur que je trouvais plutôt bon, plutôt bien, bonne facture. Donc voilà, donc j'ai commencé avec ça. Je me dis bon bah ça va, le confinement commence pas trop mal, etc. Juste après, mais je crois que c'était le même soir, j'ai vu un film d'horreur français. Et ça a dû me mettre sur la piste, mais j'aime pas trop, tu sais, mettre les choses dans des boîtes et dire c'est un film d'horreur français, donc forcément c'est pourri. J'ai vu le deuxième film du duo Julien Maury et Alexandre Bustillo, à savoir le film Livide, que je m'étais procuré en Blu-ray il y a quelques années et je m'étais jamais motivé à le regarder. Et bah finalement, je comprends pourquoi, hein. Ça, c'est de la critique expéditive. Ouais. Non, non, mais je peux expliquer. Enfin, c'est vrai que c'était une tendance qu'il y avait à une époque, là, cette époque des French Frayeurs, les trucs comme ça, fin 2000, fin des années 2000, début des années 2010. C'est-à-dire qu'on avait plein de films français qui commençaient à se faire, qui marchaient pas forcément trop sur le territoire, mais qui marchaient pas mal
à l'extérieur, à l'international. Et du coup, il y avait cette tendance à avoir des personnages imbuvables, pas très bien écrits, et qui gueulent tout le temps, et qui font ah, et qui ont des résultats cons, qui tapent. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, j'arrête de regarder le film. En plus, ce qui est chiant, c'est que le personnage le moins bien écrit dans le film, c'est un acteur que j'apprécie plutôt, qui s'appelle Félix Moiti, que je trouve plutôt bon acteur. Mais alors là, dans ce rôle, ça n'a pas trop marché, quoi. Puis l'histoire abracadabra, c'est dur à dire, hein. C'est compliqué, Il quoi. faut être direct pour réussir à le dire. Ouais. Donc du coup, c'était pas terrible, hein, c'était une relecture du mythe du vampire. Bah, je m'en serais bien passé, quoi. Mais Voilà. on peut déjà peut-être faire un truc tous les deux, puisque c'est un peu connecté. Tu parles de toute façon de la vague de films de genre français qu'il y a eu, mais là, actuellement, les tauliers dans le genre, c'est quand même les Espagnols. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. J'ai vu des films espagnols qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps-là, hein. J'en ai T'as vu vu deux la de carte? suite. Bien tendu, hein. Ouais. Du coup, je pense que tu veux parler du film La Plateforme, qui est sur Netflix, sorti il y a quelques jours. Ouais, puisqu'on l'a vu tous les deux. Ouais. Alors, je l'ai vu sur tes recommandations, à savoir, hein. J'ai d'abord vu ton post sur Facebook, hein. Tous les jours, Raphaël nous propose des petites pépites à découvrir. J'ai Mais participé d'ailleurs, si vous voulez. Si vous l'équipe, voulez. ça compte aussi, hein. Pardon, attends, excuse-moi, je monte le son. Toute l'équipe, hein, toute la bande, tout le monde participe, hein. En tout cas, tu relais tout ça. Et ouais, ouais, donc La Plateforme, donc un film espagnol de Galder Gaztelu Urrutia, sorti donc. Bah, Ouais, c'est un basque? ouais. Ah, bon, bah écoute, ça, je te fais confiance là-dessus. Donc, c'est l'histoire d'une. On ne sait pas trop exactement quand on se trouve. C'est une prison. Donc, il y a des gens qui y vont volontairement pour avoir, je pense, quelques avantages dans la vie civile, un petit peu comme dans l'armée, ou comme je pensais, moi, ça m'avait fait penser à Starship Troopers, avec cette fameuse phrase, si tu t'engages pendant un an, tu as le droit d'avoir un permis pour avoir un enfant, tu vois, ce genre de choses. Donc je pense que dans une société un petit peu futuriste. Et c'est une prison donc verticale, c'est-à-dire que tu as au top des chefs qui font un gros repas. Et en fait, tu as des cellules qui descendent comme ça. Donc tu as le niveau 1 qui va avoir le grand repas, le niveau 2 qui va manger leur reste, le niveau 3, etc., etc., etc. Et au début du film, on ne sait pas jusqu'où ça va. Et tu découvres donc un mec qui se réveille pour la première fois là-dedans, qui découvre son compagnon de cellule, un mec qui a presque un an d'ancienneté dedans, qui connaît un petit peu toutes les ficelles et qui éprouve un mépris pour ses co-détenus qui est assez violent, quoi. Donc ils sont au 43e étage, il dit ça va, c'est un bon étage, on a encore à bouffer, etc. etc. C'est qu'une fois par jour, une plateforme descend pour apporter cette bouffe, et si tu ne te sers pas, bah, tu n'auras rien à bouffer. Mais le problème, c'est que plus les gens bouffent au-dessus, moins ceux d'en bas en ont. Donc, c'est quand même un beau reflet de la réalité, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre, parce que c'est quand même, déjà moralement, c'est costaud, hein. C'est un Et c'est film de chiant. prison, c'est un film de prison, c'est un film, C'est un huis clos, hein. c'est un huis clos, voilà. Et en plus, c'est vrai que ça fait ressortir un petit peu toutes les bassesses de l'humanité, ça y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un film un peu high concept sur le papier. On pourrait dire que c'est Cube qui rencontre Snowpiercer. Snowpiercer, c'était plus sur l'horizontalité, là on est sur la verticalité, qui représente évidemment bah, la lutte des classes, hein, tout simplement, hein. Donc c'est un film très politique, mais croisé, twisté avec le dégueulis, on pourrait presque dire, aussi bien consumériste, de la grande bouffe. Ouais, alors lui, D'Amérique. je l'avais pas vu, je connais le concept, mais j'ai jamais vu La Grande Bouffe. Là, d'ailleurs, je vais essayer de voir s'il y est pas là, sur mes trucs, là. Parce que c'est fou d'avoir Regarde autant de plateformes et pas ah, avoir ce qu'on veut. tu vas vomir sinon. De quoi? Regarde-le avant de manger parce que tu vas vomir sinon. Ouais. Oh, bah écoute, Et hein. vas-y, vas-y. Non, mais tu sais quoi, c'est pas grave, hein. Il y a des jours où je mange pas pendant le confinement, je me dis, vas-y, ça fait un petit effet au corps. Donc, je vais regarder un jour où je jeûne, tiens. Mais c'est vrai que c'est le film parfait à voir actuellement, quoi, parce que c'est le confinement dans le confinement, il y a ce rapport à la bouffe par rapport au manque, évidemment la socialisation ou bien la distance, évidemment, très, très actuelle, hein, et,
moi, j'ai trouvé que ça marchait. Alors, c'était pas très subtil dans le propos politique. On voit très vite où il veut en venir, mais c'est tellement bien appliqué avec un vrai sens de l'artisanat, enfin, du cadre, des rapports de force, dans les placements et tout, des personnages. Et puis, il y a un suspense, quoi, qui est maintenu. On sait jamais vers quoi on va aller, quoi. Et puis il tient bien son concept parce que c'est vrai que le film dure pas très longtemps, il dure 1 heure et demie, mais on se dit, au bout de 20-25 minutes, tu te dis, alors, où est-ce que ça va nous amener? Parce que finalement, on a compris le concept, nanana, ok, tu as moins en moins de bouffe. Tous les mois, on n'a pas précisé, mais ils changent de cellule. C'est-à-dire que tu peux être au 6e étage et puis finalement te retrouver au 180e juste après. C'est-à-dire, finalement, du jour au lendemain, c'est la loterie. Être pauvre ou riche, finalement, parce que c'est un petit peu le truc du film. Et, euh, et c'est vrai que ça donne un nouveau souffle, et puis en même temps, on a l'impression finalement de rentrer à chaque fois pas dans un nouveau genre, mais dans un nouvel état d'esprit. Et c'est assez bien foutu, parce qu'il y a quoi? On en voit quoi? 3-4 de changements peut-être? Oui. Et Il y a trois, quatre compagnons de cellule, oui. ouais, donc du coup, ça marche bien. On apprécie en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors après, je vais pas vous en parler, mais apparemment, la fin fait beaucoup parler d'elle. En tout cas, moi, j'ai pu m'exprimer avec quelques personnes et les gens en parlent. Bah, écoutez, je vous recommande de le voir. Dans tous les cas, ça reste une belle expérience. J'y pense d'un coup, même cette fin, elle est même assez, je trouve, assez logique. Et là, j'y pense, me fait même penser un peu à Battle Royale, par exemple. Par rapport à cette idée, justement, d'alliance, en fait. Sans rentrer dans tous les détails. Ceux qui ont vu le film me comprendront. Pour les autres, bah, voyez-le tout simplement, parce que c'est une petite pépite qui a déboulé comme ça sur les plateformes, justement, sur Netflix, alors qu'il avait un gros buzz. Hein, il avait cartonné au festival de CJS et à Toronto aussi. Et bah, c'est entièrement mérité, quoi. Donc, il va falloir suivre ce metteur en scène, hein, dans le futur. Hein. Ouais, 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 on est pour, on est pour. Et pour rester un peu là-dessus, moi, je voulais aussi conseiller aux gens, je ne sais pas si tu l'as vu toujours sur Netflix, c'est tombé quelques jours après, donc la plateforme, toujours un film espagnol, Chez moi, donc Non, Vogal. justement, j'ai pas encore pris le temps. Là. Je vais peut-être le voir tout à l'heure, ouais. Mais je t'écoute du coup, parle-moi. Parle-moi donc. Alors, je vais essayer de pas faire trop de spoilers, mais c'est un film, donc le troisième film réalisé par les frères Pasteur après donc Infecté et Les Derniers Jours, un film espagnol aussi qui parlait, bah, les deux films d'ailleurs parlaient de souches virales, de gens cloîtrés chez eux, etc. Et là, bah, encore une question, on va dire, oui, d'habitat, on pourrait dire, de possession de son appartement, et c'est l'histoire d'un ancien publicitaire joué par Javier Gutiérrez. C'est un acteur qu'on avait vu dans l'Islam Minima à l'époque. C'est celui qui jouait le franquiste, le Ok. petit excité. Et donc, c'est un ancien publicitaire qui a perdu son travail. C'est la crise en Espagne. Il ne retrouve pas du boulot. Il commence à vieillir, etc. On lui fait comprendre qu'il est quand même un peu ringard aussi dans ses concepts publicitaires. Et voilà, la crise aidant, il doit se séparer de son très bel appartement donc à Barcelone avec vue enfin, sur toute la ville, etc. Et pour vivre en fait dans sa maison secondaire qui est un peu plus crade, un peu plus voilà, Plus modeste. ouais, voilà, modeste. On sent qu'il va régresser dans l'échelle sociale, encore une fois, et à travers un quiproquo, il va conserver un trousseau de clés en fait de son ancien appartement, et il va comme ça pénétrer chez les nouveaux locataires. Et il va s'apercevoir, voilà, que c'est une famille, du moins sur le papier, parfaite. Donc c'est Mario Casas, le père, le patriarche. C'est un acteur de Alex Iglesias qui est beau, etc. Il a une très belle femme, une petite fille qui est championne de gymnastique. Et puis très vite, il va être envieux en fait de ce qu'a cet homme en fait, de cette famille, et surtout qui possède en fait son appartement, quoi, qui est quand même qui était le joyau entre guillemets de sa réussite sociale. Et là, à partir de là, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment le début du film. Ils décident littéralement de détruire leur vie par pure jalousie et aussi pour peut-être s'en sortir éventuellement et pour retrouver son statut d'autrefois, quoi. Et donc, tu vois, on est un peu dans la même thématique que Hmm. la plateforme, au fond. Hein. C'est aussi la guerre des classes, etc. C'est qui veut prendre sa C'est un film place. voilà, c'est un film qui est très espagnol aussi, tout comme la plateforme qui, des fois, je dirais pas qu'il est gore, la plateforme est gore, mais en tout cas, celui-là aussi, il fait mal, il est assez viscéral dans ce qu'il raconte, d'une mise en scène au cordeau, qui est, même dans les thématiques, qui n'est pas si éloignée de Parasite de Bong Joon-ho, puisqu'il y a C'est cette ça, question aussi. c'est ce que tu disais. Ouais.
il y a cette question de la maison, et puis voilà, encore une fois, la guerre entre les riches, les pauvres, etc. Et il y a vraiment une mise en scène, enfin, notamment sur les points de vue. Tu as plusieurs personnages, et notamment Gutiérrez, qui est cadré, qui est toujours au milieu en fait du plan, pour bien signifier que c'est lui qui a la main mise un peu sur tout le monde au niveau psychologique, quoi. Et les personnages sont dans le flou ou pas, vraiment la mise au point sur eux à tel ou tel moment décisif de l'action pour bien te faire comprendre ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Ou bien des champs contre champs, tu vas me dire, ça peut être bateau, mais là, en tout cas, c'est comment ils sont placés dans le cadre et comment, justement, Gutiérrez prend toute la place du champ, tu sais, laissant l'autre personnage vraiment dans une sorte de recoin. Donc, tu comprends qu'il a pris l'ascendant aussi psychologique sur les persos. Et là où il se, comment on pourrait dire, où il se différencie de Parasite ou même de Malveillance, j'ai pensé à Malveillance de Balaguerro, c'est qu'on suit vraiment le portrait d'une ordure finie, quoi. C'est vraiment c'est vraiment de son point de vue, de sa psyché à lui, et comment le gars va littéralement appliquer un plan diabolique jusqu'au bout, quoi. Et en ça, c'est porté par voilà, Gutiérrez, il est monstrueux, quoi. Donc c'est vraiment une belle pépite aussi là, chez moi, encore une fois, dispo sur Netflix, hein. Et c'est du vrai cinéma, quoi. En plus, c'est bien, quoi. C'est d'actu, quoi. On reste chez nous, quoi. Mmh. Bah, c'est marrant parce que tu parles de vrai cinéma à l'époque où justement on taillait les plateformes, et cetera, et cetera, et finalement confinement, Covid-19 oblige, et cetera. Il y a plein de questions qui se posent actuellement sur, les sorties films, cinéma et puis les sorties films sur les plateformes. Là, il y a encore pas si longtemps, même Marvel envisageait, enfin en tout cas c'est ce qui se raconte, envisageait de sortir, Black Widow, donc, sur leur plateforme Disney+ plutôt que d'attendre. Parce que c'est vrai que les mecs, ils ont un calendrier, hein, c'est une entreprise, c'est-à-dire que dans 3 mois, on sort ça, dans 3 mois, on sort ça, 3 mois, on sort ça. Et c'est vrai que ce serait dommage que, à une période donnée, par exemple, je sais pas moi, le mois d'août, on ait 4 films Disney qui sortent en même temps, ils vont se faire concurrence les uns les autres, et du coup, ils risquent de moins rentrer dans leurs frais. Donc du coup, c'est une question qui se pose finalement, comme il y a encore quelques temps, beaucoup de gens crachaient sur Netflix, crachaient sur machin, crachaient sur OCS, crachaient sur Canal+, enfin sur toutes ces SVOD. Finalement, je trouve que c'est vraiment d'actualité. C'est que les gens ne voulaient pas sortir à une époque, préféraient le voir à la maison. Il y avait aussi la question du téléchargement illégal. Et là, finalement, il n'y a vraiment plus le choix, quoi. Moi, j'en profite aussi parce que je rêve d'aller dans une salle de cinéma, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, Ouais, je crois que les trois premières choses que je vais faire en sortant, la première chose, c'est étonnant, je vais me faire une grande balade dans tout Lyon, tout seul, je pense. Hmm. Une grande balade à Lyon parce que ça me manque. Me biturer la gueule avec mes copains, Ouais. évidemment. Et puis trois, me faire une journée entière de film, je crois, dans une salle, quoi. Hmm. N'importe quoi, voir des trucs, quoi. Mais la situation, ouais, à l'heure actuelle, en termes de cinéma, c'est vrai que ça rebat un peu les cartes, d'autant plus qu'il y a des films français qui étaient donc diffusés juste avant le confinement, qui risquent de sortir là, dans les prochains jours en VOD, notamment De Gaulle, là, j'ai vu, et Un Fils, par exemple. Et ça pose des questions, du coup, en termes de chronologie des médias, le fameux Hmm. serpent de mer en français. D'autant plus qu'il y a voilà, des gros films qui sont sortis, là, qui devaient sortir directement en VOD, comme Blue Shot, là, avec Baboulinet, qui Avec est sorti Woody, en VOD. ouais. Ouais. Et donc, ça pose des questions. Et moi, je pense que, effectivement, ce qu'on vit à l'heure actuelle prouve que les plateformes ont une vraie utilité au final, puisque tout le monde regarde. Euh, on voit les scores même à la télévision de certains films, même aussi. Le Jour la soupe aux choux a fait 3 millions de spectateurs à 14 heures. Tu vois, c'est un score, en fait, normalement, de prime time. Il y a la série validée là, de Gaston Bide là, sur le rap Je qui l'ai vu, explose ouais. tout. C'est bien? Bah, en vrai, alors, je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu déconcertés parce que c'est vrai que c'est dans le rap game, hein, ils y vont pas de main morte, c'est-à-dire que même moi qui n'aime pas forcément les textes ou les rappeurs qui sont représentés, bien que je m'y connaisse que très peu, hein, je tiens à préciser, l'histoire commence à amener vraiment cette ascension du jeune rappeur et puis toutes les embûches qui sont devant lui, c'est plutôt bien, tu t'y prends, hein. Moi, par exemple, là récemment, on parlait de tous les deux au téléphone de Hustle and Flow. Il y a un peu ce délire-là aussi, hein. C'est un mec qui veut faire son trou et, qui finalement a quelques embûches face à lui, quoi. Eh ben, parlons-en, regarde, il est sur ma liste. De Voilà. quoi? Hustle and Flow? Ouais, C'est magnifique.
2005, donc Craig Brewer. Voilà, donc c'est son deuxième film, il me semble. Son Je crois que premier, c'est son premier, mais le premier, je l'ai pas vu du coup. j'avais trouvé un truc qui s'appelait The Poor and je sais plus quoi, je sais plus, The Rich and the Poor, un truc comme ça, enfin bref. Et moi, ouais, Craig Brewer, j'avais vu à l'époque, je pense que c'est comme ça qu'il est, enfin pour moi en tout cas, qu'il est passé un peu sur les radars, c'était Black Snake Moran, Ouais. avec Samuel L. Jackson et Christina Ricci. Ouais, puis il y avait aussi Justin Timberlake qui ramenait aussi Ouais. on va dire peut-être un public un peu plus jeune. Parce qu'à l'époque, bon, Justin, c'était quand même l'idole des foules, même s'il est encore très, très connu aujourd'hui, mais il venait vraiment d'exploser à l'époque. C'est vrai que, L'époque où il pleurait des rivières. ouais, maintenant, c'était encore un petit peu après, là, c'était plutôt Sexy Back, là, tu vois, tout ça, là. Ah oui, je me rappelle, oh Ouais. putain. Ah, ça Ah, me rajeunit pas. Pleurer des rivières, c'est encore. Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, à la limite. Hein. Franchement, on est des anciens, on a connu le temps de la bise. Grave. Vous connaissez pas ça, les gars. Et ouais, Black Snake Moran, c'était une petite bombe à l'époque, quoi, vraiment qui réactualisait un peu la Black Exploitation. Et dernièrement, j'avais adoré aussi, mais vraiment adoré, quoi. C'était l'un de mes films préférés de l'an passé, Dolomite is My Name, Ouais. avec le retour de Murphy. Je crois que je vais Toujours sur la... regarder, parce que c'est vrai que tu m'en parles depuis un moment, j'ai pas eu l'occasion encore. Là, j'ai pas d'excuses. Et puis mine de rien, Netflix, puisque on digresse, hein, on digresse, Raph, tu nous connais. Hein. Mais c'est vrai que niveau plateforme, je trouve que c'est celle qui marche le mieux, je veux dire, vraiment d'un point de vue utilisation, quoi, comment ça fonctionne. Pour avoir eu l'occasion d'utiliser OCS, MyCanal, Prime Video, ça, j'en ai d'autres, hein, mais c'est ceux que j'utilise moi personnellement. C'est vrai quand même que c'est celle qui fonctionne le mieux, quoi, je veux dire. Et puis leur, faut dire ce qu'il y a, leur création originale actuellement, ils prennent les meilleurs, quoi. Donc c'est pas un hasard que de retrouver, voilà, un mec comme ça, avec une carte blanche sur un sujet, voilà, de Lemay, quoi. Enfin, c'est un héros obscur de la Blaxploitation, en plus avec le retour d'Eddie Murphy. Non, franchement, mate-le, tu verras, ça va te filer une pêche, mais pas possible en plus, parce que c'est un vrai feel good movie avec un vrai amour du cinéma, quoi, qui te véhicule ça. T'en as même des frissons, quoi. Et donc j'avais hâte de voir Silent Flow que je n'avais jamais vu, Mm. à ma grande honte. Moi, je l'avais vu assez tôt, hein, je crois que je l'avais vu. Alors, je l'avais pas vu quand il était sorti, je l'avais vu à peu près en même temps que Black Snake Moon. Je m'étais fait une session de téléchargement à l'époque avec Emule ou je ne sais quoi. Je m'étais fait les deux. Et ouais, non, Silent Flow, c'est un sacré petit bijou. Hein. C'est autant en plus à l'époque, moi j'étais rock à l'époque, j'écoutais pas de rap, j'en écoutais un petit peu, mais vraiment, c'est pas ma musique de prédilection. Mais alors vraiment, comment on te raconte le truc, comment on te présente les personnages, comment on comprend sa passion et son envie de sortir de son truc, c'est excellent. C'est génial. Ouais, c'est l'histoire d'un macro, un petit macro minable, un peu dealer, etc., quoi, qui tente en fait de s'en sortir en montant une maquette avec l'un de ses anciens potes de lycée qui capte des trucs, quoi, enfin à la radio, qui capte des chants à l'église, des procédures judiciaires, etc., quoi, des perquisitions, je sais pas comment on appelle ça, des auditions, voilà. Et les deux ensemble, ils veulent s'en sortir. Donc on comprend aussi que son producteur est dans le même cas, quoi. Il se fait chier dans sa vie aussi, sa petite femme, etc. Tout est rangé. Et comment ce petit monde aussi autour d'eux, donc c'est-à-dire le technicien son aussi qui va les aider, ou même les prostituées, en fait, vont tous se greffer sur ce rêve et ont tous cette optique, voilà, de s'en sortir et de prétendre à une vie meilleure, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que c'est un film, moi, j'ai adoré, quoi. C'est une sorte pour moi de Rocky musical, quoi, mais vraiment, enfin, on est vraiment avec le perso du début à la fin, on comprend ses motivations, même si c'est un macro et tout, enfin, tout ce que tu veux, on comprend que le gars, en fait, c'est pas un mauvais bougre et qu'il a jamais eu de chance dans sa vie, quoi. Ouais. Et en ça, tu es tout de suite avec lui, tu es super touché par le parcours et tu es dedans du début à la fin. Il dure 2 heures le film, tu vois pas Ouais, le temps passer. j'ai l'impression qu'il était court. Enfin, je dans ma mémoire. 2 heures, ouais. Enfin, je sais plus à 5 minutes près, mais c'est un film qui passe à une vitesse, mais de fou, quoi. Et puis c'est porté, voilà, Terrence Howard, il est vraiment, il est super, quoi. Il est super charismatique, et puis très à fleur de peau en même temps, très féminin, et puis non, et les morceaux aussi sont vachement bien, donc n'écoute pas de rap non plus, ils sont vachement entraînants, et Whoop puis tu that trick, yeah. Whoop that trick, yeah. Whoop that trick.
Il y a aussi Attends, la chanson. on l'a pas dit, mais Oscar de la meilleure chanson, hein, je crois, à l'époque. Hein. Bah, c'est mérité en tout cas, parce que franchement, non, mais tu te rappelles vraiment, quoi. Ah ouais. Et, et, et avec Dolomite, j'ai moins le souvenir de Black Snake Mohan, mais je crois qu'il y avait ça aussi sur le blues et compagnie, quoi. C'est Ah ouais. vraiment cette thématique de la création, quoi. Et ça que j'ai plu dans Soul and Flow, quoi. Tu vois vraiment comment on fait une maquette, comment tu fais un morceau de rien du tout et comment tu crées, quoi. Et tu deviens un artiste. Après, c'est vrai qu'en plus, bon, c'est fait un petit peu de manière expéditive, notamment le morceau Whoop That Trick, qui est un truc qui est resté vraiment, pour ceux qui ont vu le film, je pense que ce morceau-là reste vraiment très bien dans les mémoires. Mais ouais, ouais, ouais. Et après, moi, un truc qui m'a vraiment fasciné avec ce réalisateur, Craig Brewer, déjà, c'est un blanc, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Parce qu'il te filme que des blagues, tout le temps. T'es vraiment dans il a vraiment un côté anthropologique, limite, t'es vraiment à l'intérieur de leur communauté. Plein de trucs qui paraissent, on va dire, un peu étranger, un peu exotique pour nous. T'as dit quoi, pardon? À part le film Footloose, il avait fait le remake là, en 2011. Codé Et- noir. ouais, ouais, mais c'est vrai que Footloose, c'était un petit peu le problème. Et même Dolemite, hein, moi j'ai commencé à regarder les 5 premières minutes, j'ai pas eu le temps de regarder plus. Je me dis, ouais, on est encore dans une histoire de blague, je voulais juste vérifier ça, tu vois. Et c'est quand même super fort. Et puis en plus, c'est toujours. Il y avait un truc, je sais plus qui a dit ça, mais faites tes choses de personnel, ce sera universel. Bah, c'est exactement ce qu'il en fait, le mec, je trouve. Quoi. Il te met dans un endroit très. Ah, c'est Scorsese qui dit ça? Bah voilà. Il te met dans un endroit très particulier, même Footloose, finalement. C'est pour ça qu'au début, de doute, ça se passe, je sais pas, dans le sud ou en Alabama ou je sais pas où, là. Enfin, vraiment, ça se passe pas à LA, ça se passe pas à New York, Oui, tu vois. ouais, dans l'Amérique profonde, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, je trouve que ce mec a vraiment du talent, donc c'est pour ça que Dolemite is my name, il va se regarder très rapidement, là, je pense, bah, dans cet après-midi. Allez, je te promets, je te fais la promesse, on raccroche, je fais deux, trois trucs, je me regarde le film. Mais tu sais que du coup, j'ai envie de le revoir. Moi. Pourtant, je l'ai vu quand il est sorti au mois de novembre. Quoi. Mm. Donc, mais tout ça pour dire voilà que ouais, c'est un super metteur en scène et c'est des films voilà que on en parle rarement en fait de ce metteur en scène et c'est vrai qu'à travers ces trois films, tu te dis putain le mec quand même il sait y faire et pour finir ce Russell and Flow pour vous donner un peu aussi une idée un peu de l'univers, c'est aussi produit par John Singleton qui avait réalisé Boys in the Wood et Il est qui est mort, mort je crois. Ouais, il est mort il y a pas longtemps, ouais. l'an passé ouais. Donc Boys, vous c'est imaginez un vachement peu bien, d'ailleurs, au passage. bah ouais, c'est vachement bien, bien sûr, ouais. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que Spike Lee quoi, dans le cinéma noir américain. Quoi. Tant mieux. Quoi. Ouais, là, c'est Voilà. clair. Donc à toi, alors, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Alors moi, j'ai vu plein de trucs, hein. Ah oui, à une époque, je sais pas ce qui m'a pris, je pense que c'était pas le meilleur truc à faire, après, j'ai quand même pris mon pied. Je me suis revu plein de films de John Carpenter. Le côté anxieux. Ah oui, bah, non, mais de toute façon, je pense que voilà. Alors après, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas forcément un de mes réalisateurs préférés, parce que j'aime bien ce qu'il fait, hein, mais je veux dire, il y a toujours une certaine distance chez Carpenter qui fait que je suis jamais vraiment dedans, dedans, dedans. Et finalement, à presque 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, la distance, c'est le côté politique, hein. C'est ça, hein, c'est que finalement, c'est vraiment une œuvre politique qui nous fait. Et c'est vraiment très très fort, quoi, je trouve. Puis même, c'est élégant. Je veux dire, il a une mise en scène élégante, contrairement à plein de mecs qui font du cinéma d'horreur. Par exemple, je pense à Toby Hooper, on en pense qu'on veut, mais lui, c'est dégueulasse, sa mise en scène. Lui, c'est quand même assez classique, mais, enfin, classique, pardon, mais ça marche du tonnerre. Et puis, c'est beau, c'est élégant, quoi. C'est Ah, vraiment. c'est le dernier classique avec Spielberg et Eastwood, quoi. C'est l'histoire avant tout. Et ce que Mm. j'adore avec Carpenter, moi, c'est ce qu'on avait dit dans une précédente émission, c'est l'un des seuls cinéastes, j'ai l'impression, qui travaille en soustraction, quoi. Tout est épuré, quoi. On Mm. sent que il enlève de son cadre, en fait, au lieu d'en rajouter constamment, quoi. Et ce qui donne une sorte ben un aspect fantastique tout de suite, quoi. D'où, je me rappelle, doublé à la photo de Duncan Lee, généralement, ça te donne un, voilà, on sait qu'on est chez Carpenter en deux plans. Ah non, mais c'est clair, ouais. Et du coup, j'en ai vu quatre films de Carpenter. J'ai commencé par Fog parce qu'il allait partir de ma wishlist là sur Canal. Donc, ce fameux truc où tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, et puis finalement, au bout d'un moment, ça te marque dernier jour, tu commences à regarder le truc et tu l'as plus. Et bah, du coup, je me suis regardé Fog, donc du coup, au film de 1980, donc c'était juste après Halloween, hein, donc il y avait Jamie Lee Curtis d'ailleurs à à- à l'affiche. Après, je me suis vu The Thing, parce que The Thing,
je crois très sincèrement que la dernière fois que je l'avais vu, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 14 ans. Et j'en ai pas un souvenir. J'en ai un bon souvenir, je veux dire, je me rappelais, je me rappelais que c'était un bon film, mais je me rappelais pas pourquoi. Et c'est vrai que quand je vois que tout le monde parle de tu devrais retenir un film d'horreur, j'entends The Thing, The Thing, The Thing, je me dis attends, faut quand même que je comprenne, tu vois, parce que moi j'en ai d'autres qui me viennent, tu vois, c'est pas forcément celui-là. Et force est de constater que sacré morceau également, hein. Le truc sur. Moi, c'est mon film d'horreur préféré, je crois, avec Maniac de Lustig. Ah ouais, ah bah c'est marrant que tu parles de Lustig parce que j'ai également vu un film de Lustig, mais bon, ça c'est autre chose. Et ouais, The Thing, super film. Les effets spéciaux ont un truc peut-être un peu daté, mais qui sont encore super efficaces. C'est quand même fou. Et puis tu te dis le boulot que ça a dû représenter là, de faire ces personnages en animatronique là. C'est Bah, Rob c'est Rob Bottin. Bottin, ouais, Ouais. qui Genre, avait une vingtaine d'années et qui vivait littéralement sur le plateau non-stop pour faire ses créatures. Et Carpenter, à la fin du tournage, a carrément envoyé à l'hôpital parce que le mec, il se nourrissait que de bars, apparemment de céréales et Coca-Cola. Et il travaillait 7 jours sur 7, 4 heures sur 24 sur les effets spéciaux, quoi, qui sont, mais encore aujourd'hui, tout le monde s'en rappelle. Quoi. Enfin, c'est mm, dégueulasse au possible. ouais. Et puis c'est créatif, hein, il n'y a pas à dire, hein, aussi bien au niveau des créatures que des effets de créatures. Par exemple, le moment du défibrillateur là. Et les bras qui se font couper, tu fais oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est une image assez connue, hein, donc je ne spoil pas, hein. Enfin voilà. Même Après, les maths aussi, elles sont formidables aussi. lesquels? Les peintures qu'on voit aussi de la découverte du vaisseau spatial, etc., avec un Russell, enfin, qui est très western d'ailleurs le plan, où tu vois toute la banquise, etc. Enfin, c'est une peinture, tu vois même pas l'effet, quoi. C'est sublime. Ouais, ça je savais même pas, tu vois. Après j'ai continué avec Invasion Los Angeles, qui est un film que j'ai toujours trouvé un petit peu mitigé moi dans sa carrière, parce que autant le concept de base est super fort, autant moi, je trouve la facture finale pas terrible. Bah, finalement, j'ai pas trop changé d'avis, hein. Je trouve que le Moi, concept est fort. j'adore Ouais. On va dire jusqu'à 1 heure du film, je trouve ça très bien. Puis la fin, moi, me saoule un peu, mais ça, c'est perso. bien, c'est que tu suis la logique de Carpenter, c'est-à-dire le moment où vraiment après Halloween, etc., il y a The Fog, etc. Et puis après, le pic, quand il a sa carrière avec The Thing, il a le plus gros budget Hellway. Et puis après, hop, évidemment, beat total. Et puis là, il descend dans les limbes et il nous fait Invasion Los Angeles et Prince des Ténèbres, qui sont des tout petits films, des tout petits budgets complètement vénères et hors du système, quoi. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Après, c'est appréciable. Par exemple, Prince des Thèmes, je l'ai vraiment apprécié. Ah, mais presque pour le coup, je trouve un film d'horreur, on écarte un peu le côté poétique. Alors certes, c'est jamais lisse, hein, mais c'est vrai qu'Invasion Los Angeles, il y a une idée géniale, hein, ce côté tout est image subliminale et que finalement, alors c'est le côté un petit peu très très bis. On te met des lunettes de soleil qui ont été modifiées et bim, tu peux voir tout ce qui est ça et toutes les images subliminales, ces personnages aussi, ces extraterrestres, parce qu'on je sais même pas si c'est dit clairement que ce soit des extraterrestres finalement, Si ou non, ils disent sur leur planète, etc. Je sais plus comment dire. Tu sais, celui qui les introduit en smoking dans la base, etc. Et on voit le télétransporteur. Et hein. il leur Ouais. dit ils sont d'une autre planète. Ouais, bah, du coup, après, limite, j'aurais trouvé ça fort qu'ils disent pas que ce soit des extraterrestres, finalement, peut-être que ce soit des entités qui aient toujours coexisté, et que finalement, qui expliqueraient cette fracture sociale entre les pauvres et les riches, les dominants, les dominés. Ça aurait peut-être été encore plus fort, je pense. En tout cas, bon, la fin, moi, ok, le fuck il me fait rire, mais après, bon, faut scoltiner le C'est pas personnage principal lourd aussi. le propos. Oui. Ouais, le personnage Et puis, principal. non, et puis, ce qui est super avec le film, c'est un film qui te parle en fait du cinéma et presque de sémiologie, quoi. Comment en fait, il te dit Carpenter presque, bah, c'est presque du blob ou même d'un autre genre Argento, quoi. Il faut creuser l'image en fait, creuser la surface de l'image pour comprendre les tenants et les aboutissants du monde, quoi. Ça, Mm, c'est très poétique et en même temps très intello, quoi, sur ce qu'est le cinéma, quoi. c'est vrai. Enfin voilà, après j'ai fini Carpenter, je voulais m'en faire plus, parce que j'ai vu que sur Prime, il y avait d'autres films, et je voulais me faire, parce que depuis longtemps je ne l'avais pas revu, je voulais me faire la suite de New York 97, à savoir Los Angeles 2013. Est arrivé ce qui devait arriver, on en parle ou pas, je vais sur Prime Video, parce que c'était sur Prime, je clique, et ça me dit, ce film n'est pas disponible dans votre région. Ah oui, Alors oui, ça, c'est complètement Prime. Alors, je sais que votre service n'est pas trop cher, 49,99 € par an. Vous pouvez
vous avez les livraisons gratos en 24 heures chez vous, etc. Mais quand même, putain, enlevez-le, quoi. Par exemple, quand tu vas sur un produit, quand tu vas sur Netflix, t'as que ton catalogue à toi, t'as pas le catalogue des autres. Là, ça fait chier, quoi. Et en plus, tu as certains films aussi, ça dépend de certaines chaînes, quoi. La MGM, etc. En fait, il faut payer en plus pour obtenir ces films. Ouais, alors ça, j'ai pas trop compris. Autant Canal, par exemple, ça te marque directement Canal VOD, quoi. Tu vois, tu poses pas la question, tu fais OK, je n'y vais pas, quoi, je n'y touche pas. Mais là, sur Prime, c'est un peu fouillis. Et puis pareil, par exemple, pour une série sur Prime, tu dois, des fois, tu vas tomber sur la saison 2, la saison 3 qui va être là. Enfin, c'est très bizarrement foutu. Pour le coup, on parlait d'ergonomie par rapport à Netflix. Bah, là, je trouve que ouais, Prime, ça pue un peu à ce niveau-là, quoi. Après, ils ont quand même un catalogue qui est assez particulier, qui est plutôt bon, hein, qu'on se le dise. J'ai vu d'ailleurs deux séries chez eux pendant ce confinement, hein. Finalement, je gueule et je dis que je fais que ça, mais c'est vraiment ça, hein. Bah, C'est, j'ai vu, bah, alors j'ai vu, en un premier temps, j'ai fini, j'avais commencé avant le confinement, mais j'ai fini après, la série Hunters avec Al Pacino. Alors Al Pacino qui n'est pas le personnage principal étant Logan Lerman. C'est l'histoire en fait de juifs dans les années 70 à New York qui vont traquer en fait des nazis de la Deuxième Guerre qui sont en fait undercover dans le gouvernement, haut placé, etc. En gros, le concept qui est assez fort, c'est que, mine de rien, ça a beau être des nazis, c'est quand même des cerveaux je sais pas, en chimie, en physique, en atomique, en ce que tu veux, en médecine. Du coup, au lieu de les buter, bah, on va les utiliser à notre avantage. Bah, c'est un petit peu l'idée du truc. Et donc, il va y avoir toute une équipe, le personnage, enfin, le chef, c'est donc Al Pacino. Et en fait, il décide en fait de les retrouver et de les buter, tout simplement. Donc c'est assez fun. Ça perd un peu en qualité, je trouve, au fil des épisodes, et la fin est un petit peu entre le très bis et le très nanardesque, donc c'est un petit peu chelou. Mais il y a vraiment des moments qui sont plutôt forts. Alors il y a une histoire que je trouve vraiment terrorisante. Apparemment, c'est une histoire originale, c'est pas un truc qui s'est vraiment passé, parce qu'il y a toujours cette limite quand on te montre les camps. Est-ce que c'est des vrais trucs ou est-ce que c'est des faux trucs? Est-ce qu'il faut les montrer? Est-ce qu'il faut pas les montrer? D'ailleurs, c'est un débat. Mais il y a un moment, un nazi était fan d'échecs et en fait, il a retrouvé en fait dans le camp enfermé un mec qui le battait toujours dans les tournois d'échecs. Et il décide en fait, parce que forcément il est nazi, donc forcément il est fou, hein, de faire un échec à taille humaine, c'est-à-dire que tous les pions, toutes les pièces sont des personnages, et dès que quelqu'un bouffe un pion, bah bim, il le bute. Et c'est vraiment fou. Donc tu vois le mec qui est en train de sacrifier ses pions pour pouvoir gagner sa partie. C'est quand même assez fou, c'est terrorisant, mais enfin, c'est marquant, quoi, en tout cas. Il y a des scènes comme J'avais ça. vu sur Internet que ils savaient pas trop trouver leur propos. Ils disaient que c'était un côté très sérieux à la Alice de Schindler, on va dire, et un côté plus fandard à la Inglourious Basterds. Bah, il y a un peu les deux, et malheureusement, ça se perd, je trouve, sur la fin, notamment. Au début, ça marche vraiment bien, hein, je dirais les 4-5 premiers épisodes. Après, bon, après, ça se perd un peu. Puis, il y a un problème chez Amazon, je trouve, et un problème que je n'ai pas eu, par exemple, sur Validé. Je trouve les épisodes trop longs. C'est-à-dire que il y a un moment donné, moi, j'ai découvert que j'aime bien regarder des épisodes courts. C'est-à-dire que tu me racontes-moi ta petite histoire, même si que ce soit tu sais, des histoires qui se suivent ou pas, mais raconte-moi ta petite histoire et dure pas trop longtemps. Là, les épisodes, ils durent entre 55 minutes, 1h10. Par exemple, les Sopranos qui faisaient ça, ça marchait très bien parce que c'était super bien écrit, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai fini les Sopranos juste avant la fin du confinement, merci, c'est super. Mais mais là, ouais, c'est trop long, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te désintéresses de l'histoire. Puis comme il y a beaucoup de points de vue différents, au bout d'un moment, tu t'y perds. Donc c'est un petit peu dommage. Cette série, elle aurait pu être vraiment bien. Ça appelle à une saison 2 a priori, de ce que j'ai vu, mais je sais pas si j'ai envie de la voir la saison 2 du coup. C'est un peu le problème, quoi. Et c'est produit par Jordan Peele. Ouais. Bah, après, moi, Jordan Peele, je le connais que très peu, hein. J'ai juste vu ces deux films. Je connais pas ses sketchs ou j'ai pas regardé non plus la troisième dimension, quatrième? Quatrième dimension. Quatrième dimension, je connais ni l'original ni le remake, donc du coup, bon,
je ne parlerai pas trop sur ce monsieur, mais ouais, je trouvais ça marrant. Alors après, apparemment, il a juste contribué, hein. Il n'est pas créateur, il n'est pas showrunner, rien de tout ça, quoi. Mais ouais, il a Dans contribué. ce côté second degré, c'est vrai que ça pourrait bien lui correspondre. En même temps, ce côté politique, c'est un Ouais, peu je ce qu'il pense. fait dans Get Out ou dans Us aussi. Ou même dans ses sketchs qu'il faisait autrefois sur Comedy Central aussi. C'était vachement bien, Ken Peele. Mm. Ouais, je sais pas, je connais pas. Après, à l'occasion, pourquoi pas, hein. Ouais. Donc Je voilà. les ai tous dans leurs sketchs. Ouais. Et autrement, j'ai vu un truc que j'ai plutôt apprécié. Alors, j'ai toujours trouvé ça sur le fil du rasoir, par contre. C'était là, alors c'est sorti depuis un moment, hein. Ça s'appelle la série The Boys, sorti l'été dernier. C'est Tout le monde en parle. dans un monde où en fait il y a des super-héros et en fait ils sont plus ou moins privatisés. Les super-héros, ils appartiennent à des grands groupes et en gros ils louent leurs services à des communautés, je sais pas, la ville de New York, la ville d'Atlanta, nanana, pour en fait en gros pouvoir protéger du crime les trucs. Et donc ça, c'est le concept de base qui est assez fun. Et en fait, tu découvres que les super-héros, c'est un peu des fils de pute, quoi, finalement. C'est des mecs au pouvoir qui en abusent, qui font des dommages collatéraux, qui s'en battent les couilles. La deuxième fois exactement qu'on voit un super-héros, il vient d'exploser une meuf. C'est un mec qui court super vite. Et en fait, sur sa course, il voit pas, il y a une meuf et il l'explose, quoi, clairement. Et en gros, ça va être plus ou moins le gars de cette fille qui va essayer de traduire en justice les super-héros et le mec va se faire repérer par une équipe qui justement est là pour les défoncer, donc The Boys, et ça marche plutôt bien, c'est plutôt drôle. Je me suis dit pendant toute la série, ah putain, ça peut tomber dans les travers, ça peut épuiser son sujet assez rapidement. Mine de rien, je trouve que ça tient bien la route, il faut le dire. Et pour le coup, il va y avoir une saison 2 là qui, elle, me titille un petit peu plus, quoi. Donc Bon, bah, voilà. je regarderai. Alors, ouais, c'est sur Amazon. J'ai commencé à regarder le début. Là, j'ai commencé l'autre jour avec ma chérie. Moi, je sais plus ce qu'on a fait. Du coup, on a arrêté. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé, ouais, le coup du gars. Je l'ai vu, là. Ouais. Le flash là, qui explose la pauvre meuf qui a rien fait. C'est vrai que c'est dégueulasse, quoi. Mais en même temps, c'est drôle. Bon, Il y a des super idées de mise en scène aussi. C'est plutôt bien filmé. Il y a un beau décorum. Et puis les personnages sont assez cool. Notamment le personnage de Karl Urban. J'adore ce mec. Il joue le rôle de Butcher, donc le boucher, hein. Et il est badass as well, quoi. C'est génial, quoi. As well Non, as. là, The Boys sur Amazon Prime. Ouais, non, ouais. C'est vrai tout le monde m'en parlait, tous ceux qui l'ont vu m'en ont parlé, mais après, moi, on me recommande tellement de trucs tous les jours, il y a tellement de séries. Limite, à une époque, je voulais arrêter les séries pour revoir des films, mais bon, entre-temps, tu tombes sur des Sopranos, tu tombes sur des trucs comme ça, et tu découvres aussi qu'il y a des séries comme Mad Men, merci Raphaël, encore une fois. Donc, Mais je t'en fais ça. du coup, tu perds beaucoup de temps sur les séries, ou tu les gagnes, ça dépend comment faut voir. Mais en tout cas, Non, c'est. moi, c'est pas... moi, je suis très film. Moi, c'est par phase. Bah, moi, c'est un peu les deux tout le temps, tu vois. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'en ai marre de regarder des épisodes de séries. Je me dis. Surtout qu'à une époque, notre consommation de séries a beaucoup changé, hein. À une époque, quand tu voulais voir ta série, il fallait que tu sois, je sais pas, on va dire, à 20h le vendredi soir, branché sur telle chaîne pour pouvoir regarder la suite de ta série. Donc, tu te rappelles ce qui se passait avant, etc. Ou alors, tu avais la trilogie du samedi sur M6 ou des trucs comme ça. Maintenant, tu as tout à proximité, tu peux le voir quand tu D'un veux. coup, T'as tout d'un coup. Souvent, tu peux avoir toutes les saisons d'un coup. Et tu fais OK, quoi. Puis aussi, je c'est vrai pense. que ça fait quelques séries événements sur Netflix, genre The Good Place ou Better Call Saul, où tu as des épisodes toutes les semaines. Maintenant, tu peux binge-watcher autant que tu veux. Et en plus, on a aussi ce nouveau concept qu'il y avait moins avant, c'était enfin, les anthologies, quoi. Les mini-séries ou bien une intrigue sur une saison, comme True Detective. Dernièrement, il y a eu Outsider, adapté de Stephen King, etc. Où tu peux voilà, passer très vite à autre chose aussi, quoi. Hmm. Bah ouais, mais après, c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries télé. Je m'en rends compte, hein. Moi, je me disais à une époque, ouais, c'est bon, je connais, etc. Entre celles que tu as loupées, celles qui se développent, celles que tu as envie de revoir, finalement, tu passes beaucoup, beaucoup de temps devant ces séries, hein. Et c'est pas plus mal parce que franchement, il y en a qui ont des fois des vraies qualités de cinéma. Il y a moins de côté, on va dire, à color entertainment qu'il pouvait y avoir
que peut-être avant. Et puis là, ça... Des fois, je me dis, une série télé est bien mieux que la plupart des films, quoi. Bah, quand tu vois Mad Men, je suis prêt à abandonner le cinéma juste pour avoir un truc comme ça, quoi. Ah, je suis pas encore là, épisode 8, saison 1. Donc bon, on verra ça Ah, plus tard. t'es bien avancé quand même. T'as quasiment fini la saison 1. Je m'en fais un par jour en général, parce que c'est vrai que c'est une série que j'avais déjà essayé plusieurs fois. Je me dis, je n'ai pas envie de m'écœurer, donc je m'en fais un par jour. Là, j'ai le temps, mais bon, j'ai Et puis découvert c'est au une série passage. qui faut voir au moment de sa vie, quoi, vu que ça brasse des sujets assez universels et très intimes. Je crois qu'il faut le voir au bon moment, quoi. C'est possible, là. En tout cas, Ah, pour l'instant, ça marche bien. bon, bah tant mieux, bah, tu nous diras la suite là, dans les prochains temps. Ouais, bah écoute, si on refait, si on est encore confiné, qu'on refait ce genre de conférence, allons-y. Je vous parlerai, je vous dirai ce que j'en ai. On va d'en faire une par semaine de toute façon. Donc, là, c'est la deuxième, et puis on va voir comment ça va se dérouler tout ça, de toute façon. Ok. Alors, je continue. Tiens, moi, j'ai vu un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre russe, soviétique, Ah, 1937. Quand passent les cigognes, tu l'as vu? je l'ai vu au Festival Lumière, Bastadé, Ah dernière oui, fois. bah, j'ai raté, moi, c'était plein. Ouais. Bah ouais, bah, je pense on a dû vouloir aller à la même séance. Moi, alors j'étais assez impressionné parce que euh, pour le coup, toi comme moi, on fait souvent les festivals ensemble. On sait plus ou moins, on arrive à se dire, tiens, tel film il va être plein, tel film il va être vide, tel film il va être à moitié rempli, etc. Moi, je me suis dit, film, alors c'était en semaine, hein, vendredi 14h, film russe, il y aura personne. J'arrive, donc c'était à UGC Confluence. Salle quasi pleine, il restait les dernières places, je me suis installé tout en bas sur les côtés pour voir le film. Alors il devait avoir certainement beaucoup de scolaires, etc. Mais le film était plein. Je crois que c'était la séance, quasiment une des séances les plus pleines que j'ai fait du festival. Et alors, moi j'en ai un très bon souvenir de ce que j'ai vu. Parce que, comme je te disais, c'était un vendredi, donc j'avais une semaine de Ah, festival dans la gueule. tu sais où tu t'endors un peu. Voilà. Et ben du coup, ça n'a pas manqué, hein. Donc c'était pas 14h, c'était 16h, pardon. Et ouais, je commençais un petit peu, je me suis un peu assoupi, donc j'ai pas tout vu. Donc il y a des moments, des points d'intrigue que j'ai un peu ratés. Mais alors, par contre, je trouvais ça magnifique, fort émotionnellement et fort aussi dans sa mise en scène et dans ce que ça raconte, quoi. Et je te laisse en parler parce que toi, tu as le souvenir un peu plus frais. Donc, ouais, un film de Mikhail Kalatazov. Donc, Palme d'Or, 1958 Ouais. quand même. Tout ça, c'est grâce d'ailleurs à Claude Lelouch. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais Oui, oui, oui. Claude Lelouch. J'ai Oui, appris ça, je te laisse en parler. ouais, c'était dans Combini qu'il évoquait ça. De toute façon, même dans des bonus, etc., consacrés au film, il en parle tout le temps, hein. C'est vraiment son film culte. Quand passe les cigognes, à l'époque, il était caméraman d'actualité. En fait, il est parti à Moscou pour filmer le tombeau de Staline et de Lénine, donc sur la place rouge. J'ai jamais eu d'image à l'époque sur les deux corps, en fait, on pourrait dire. Et sur demande, en fait, de la télévision canadienne qui voulait faire un coup, il est parti là-bas, voilà, essayer de les filmer. Donc, il a caché sa caméra, voilà, qui faisait beaucoup de bruit, il toussait pour cacher le son. Et après, en fait, son taxi lui dit, ben là, je vais sur le plateau en fait du cinéma, comment on pourrait dire, russe, quoi. C'est de Ouais. propagande, clairement. Et donc là, il y a un tournage, ça tente d'y aller, ben ouais, on y va. Et donc c'est ce film-là, Quand passe les cigognes. Claude Lelouch voit des roches, en fait. Et un premier montage du film, il est littéralement abasourdi, quoi. Et il se dit que voilà, c'est ça que je veux faire maintenant, je veux devenir metteur en scène, voilà, de cinéma. Et il va plaider auprès du Festival de Cannes pour que le film soit pris en sélection, quoi, après, quand il rentre à Paris. Et le film, voilà, gagne la Palme d'Or. Et c'est vrai que c'est un film qui t'arrache le cœur, littéralement. D'ailleurs, c'est très Lelouch, hein, d'ailleurs, hein. Même son cinéma, il ressemble à ça, dans les thèmes et même dans ce côté baroque de la mise en scène. Évidemment, Lelouch n'a pas ce talent-là, hein, de technique, on pourrait dire, et de réalisation. Et c'est donc. Un homme et une femme, c'est quand même techniquement assez impressionnant. Oui, oui. Après, moi, j'aime beaucoup Claude Lelouch. J'adore certains de ses films.
Donc, tu sais qu'il y a une sorte de haine autour de lui, mais moi, j'aime bien Un homme et une femme, Itinéraire dans l'enfant gâté, L'aventure, c'est l'aventure, Le voyou. Enfin, il a quand même fait des très grands films, mais c'est vrai que quand tu vois le niveau de ce film, où tu suis comme ça une histoire d'amour, un homme et une femme, le louche, voilà, qui sont séparés parce que l'homme part à la guerre, en fait, face aux Allemands. En fait, il est volontaire, il part à la guerre. Elle l'attend, évidemment, elle attend une lettre, etc. Et en fait, il y a son cousin à lui, en fait, qui la presse un peu, il va jamais revenir, ça se trouve, il est mort et compagnie, et qui la harcèle littéralement, et il arrive à l'épouser, comme ça, voilà, à épouser cette jeune femme, et son compagnon, voilà, lui, il meurt à la guerre, et elle l'attend toujours, en fait. Et on suit le parcours de cette femme, et c'est un parcours combattant. C'est vrai que c'est un film de guerre, mais sans guerre. On la voit jamais littéralement, la guerre, en fait. Et c'est montré avec une maestria de la mise en scène. Enfin, c'est des trucs de fou. Comment tu as réussi à faire ça, surtout à l'époque? Il y a tout le début est très calme, on suit les amoureux comme ça, auprès d'un fleuve, etc. Et après, quand ils commencent C'est très graphique déjà, hein. Quand tu vois, moi je me rappelle ces scènes d'escalier là, c'est très oui, beau. voilà. Tu as une sorte de panoramique à 360 degrés en même temps qu'il monte un escalier, qu'il le suit. Enfin, tu comprends le sentiment amoureux, quoi, le côté planant. Tu as une séquence aussi très tourbillonnante avec la mort, enfin, de ce soldat. Une autre séquence où le cousin là, essaye vraiment de la voir, quoi, de prendre le dessus sur elle lors d'un bombardement. Et tu vois, c'est super expressionniste, où tu sens en noir et blanc, où tu vois tous les éclairs, etc., des bombes, etc. Et tu vois vraiment en fait, qu'est-ce qu'elle ressent mentalement. En fait, c'est jamais gratuit. En fait, c'est toujours traduit par l'image. Et il y a des plans séquences, des travelling au milieu de 2-3 000 figurants à chaque fois au moment où il part à la guerre ou à la fin du film. C'est non seulement c'est sublime en termes de mise en scène, mais c'est surtout juste par rapport à ce que ça raconte, et ça te bouleverse, quoi. Et moi, j'aime bien ces histoires, ces petites histoires de petites gens comme ça, qui vivent des choses extraordinaires. Et ça me rappelle, moi, en France, voilà, ce que racontait Marcel Pagnol, par exemple, tu vois, ces grandes fresques, mais avec des pauvres. Et ça j'adore. Moi. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Moi, c'est vrai que ce film me fait penser aussi à d'autres films. Enfin, moi, je pense plutôt par rapport au point de vue de la jeune femme. Je pense à des films comme Tess de Polanski ou bien Anna Karenine. Alors moi, j'ai vu que la version de Joe Wright, j'ai pas vu les anciennes versions, mais il y a de ça, hein. Vraiment, ces gens qui sont en fait dans l'attente de savoir quel va être leur destin. C'est un petit peu malheureusement ce qui va lui arriver. Elle est amoureuse, elle veut attendre son amoureux, et malheureusement, la vie l'en empêche, et puis elle est dans l'attente toujours de savoir si quelque chose va lui arriver. Et c'est vraiment terrible, je trouve, moralement, et de ressentir ça, quoi. Tout ça, c'est terrible parce qu'il y a la guerre, elle perd sa famille, son amoureux, elle ne sait pas ce qu'il devient, elle se fait harceler par cet homme-là. Il y a aussi le regard des autres en disant, mais en gros, c'est pas clairement dit, mais en gros, t'es une pute parce que tu l'as pas attendu. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et tu parles de Joe Wright, c'est marrant parce que juste avant, j'avais regardé Reviens-moi, que j'avais jamais vu, justement. Ah, et super. C'est super. Et c'est vrai que les deux films sont très liés hein, dans les thématiques et même dans la mise en scène qui est extrêmement baroque, enfin, ou opératique. Voilà. On est clairement dans du lyrisme pur et moi, j'adore ça. Quoi. En tout cas, pour moi, ça marche du feu de Dieu. Quoi. Ouais. Non, non, c'est sacré film, hein. Je pense que ouais, ça peut plaire. C'est faudrait qu'il soit plus montré ce film, ouais. Peut-être disponible sur une plateforme, ça pourrait être un moyen. Est-ce que tu veux parler d'autre chose vite fait? Parce qu'on arrive bientôt à l'heure déjà. Ah ouais, bah comme quoi, hein, on se voit pas souvent. Bah écoute, j'ai vu pas mal de films qui m'ont déplu aussi. Est-ce que j'en parle vite fait? Bah, si tu veux, dis-en un mot, ouais. Ouais. Alors, j'ai vu. Donc, je pense que vous avez tous. Je parle juste d'un phénomène, hein. Pour ceux qui achètent, qui consomment, on va dire, du DVD, hein, vraiment dans le sens qui en achètent souvent, etc., etc., bah, tu as tendance des fois à les laisser un peu trop s'empiler et pas les regarder. Donc moi, il y a des films, des fois que j'achète, je les ai vus, je fais ah cool, j'ai envie de l'acheter, je l'aime bien ce film, etc. Je le regarderai un jour, ou des fois j'ai juste envie de l'avoir dans la collection. Et puis il y en a que tu connais pas ou que tu as entendu parler vite fait, tu les prends, et tu les regardes pas. Et ben là, Je vois rien. C'est encore emballé, moi. bah voilà. Et ben moi, j'en avais plein, donc là, j'ai fait un petit peu le tri. Donc par exemple, Livid, j'en parlais tout à l'heure, je l'ai vu comme ça.
J'ai pu voir ainsi également Cujo, le film avec le chien tueur adapté de Stephen King. Je suis pas très fan non plus. Moi non plus, ça m'est vite passé. J'ai vu, je l'ai trouvé en Blu-ray, je ne sais pas comment, The Blackout de Abel Ferrara. Ah oui, Alors, tu m'en as parlé Abel tout à l'heure. Ferrara, je savais que c'était particulier, ça, il n'y a pas de problème, hein. J'avais vu Bad Lieutenant, c'est peut-être le film que je préfère. Pardon, que je préfère de lui. Mais alors là, moi, les problèmes de mecs qui ont de la thune, qui sont drogués parce ils ont trop de thunes, ça me saoulait un peu. Et puis finalement, je ne voyais pas trop quel était l'intérêt du film. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc ça m'a vite passé. J'ai vu le documentaire, parce qu'on en parlait souvent, L'Intouchable Harvey Weinstein. Ah oui, oui, Ouais, il est sur Océane. ouais, il est sur OCS, voilà. De Ursula McFarlane. Donc, je pense pas qu'elle ait un lien avec Seth MacFarlane, mais bon, peut-être. Bah, je suis vraiment passé à côté, c'est-à-dire que, euh, à part le côté que ce soit les femmes qui ont été victimes qui s'expriment et qui prennent le temps de les laisser s'exprimer, ce qui est assez appréciable, on va dire, j'ai vraiment l'impression de rien avoir appris sur le truc et vraiment être sorti vraiment vide, c'est-à-dire pas, je veux dire, bon, après je connaissais l'histoire, hein, le mec qui avait une putain de main de fer sur Hollywood, alors je savais pas qu'il venait du spectacle vivant, on va dire, des concerts avant ça, ok, j'ai appris un truc, mais je sais pas, j'ai pas trouvé d'intérêt particulier à l'histoire, en tout cas de mon point de vue. Mais voilà. Donc je m'ai vite passé. Ah putain, j'ai failli ne pas aimer. J'ai failli ne pas aimer un film de Peckinpah. Est-ce que tu crois à ça? Lequel? Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Ah, j'adore. Et ben moi j'ai commencé, j'étais pas chaud, je sais pas. Alors par contre la fin a tout rattrapé quoi, mais clairement. Cette fin, je vais pas raconter, mais alors, je sais pas, j'étais, je sais pas, dans un autre, j'étais peut-être pas dans le bon mood pour voir ce film, mais alors, j'ai regardé, je m'emmerdais un peu, je suis, oh, ça va, ou, nanana, je sais pas. Ça, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on m'en avait trop parlé, mais alors, par contre, la fin, j'ai trouvé ça tellement monumental, quoi. Même au début aussi, avec la jeune femme qui est enceinte, comme ça, mais genre 8 9 mois, au bord de la rivière, tout est idyllique, et on va la chercher, on la fracasse en mode espèce de salope avec qui t'as couché, etc. Ah, c'est Alfredo Garcia et tout, et l'autre il dit, bah maintenant, je veux tous les fils de pute du Mexique pour me traquer ce mec-là. Enfin, ça commence, c'est fort quand même. Ouais, non, mais c'est plutôt cool, mais je sais pas, alors peut-être parce que j'ai un souvenir de Peckinpah qui est un peu plus rentre dedans, là, je trouvais que le film prenait peut-être un peu trop son temps. Par contre, c'est quand même un putain d'anard, hein. C'est un, c'est c'est Ah un, oui, oui, l'élise totale. ah ouais, non mais, Lui, c'est un rebelle, hein, c'est sûr, oui, il s'excuse pas, quoi. ah ouais, non mais c'est clair. Ça, c'est appréciable, mais du coup, la fin était bien. J'ai vu ce film, alors, j'ai pas compris pourquoi on faisait ce film. Il y a des fois, j'aime me faire du mal. J'ai vu un film français, c'est la suite d'un succès des années 2000, c'est Tanguy le retour. J'ai vu ça sur Canal. Tu t'es fait du mal, toi. Bah, autant le premier m'avait fait rire à l'époque. Alors, je l'ai pas revu depuis plus de 10 ans, ça c'est sûr. Mais là, j'ai pas compris. Parce que déjà, d'une, c'est pas drôle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé de très drôle. C'est bourgeois au possible. Et c'est vain. Je veux dire, c'est mal écrit. Il y a pas vraiment de point de vue. À part éventuellement voir les petites bassesses que vont sortir les parents pour pouvoir faire chier la vie de leur fils. Et franchement, j'ai trouvé ça. Enfin, c'était vraiment cousu de fil blanc. Alors, autant Étienne Châtillaise, La vie est un long fleuve tranquille, t'as dit Daniel, Tanguy, premier du nom, je trouvais ça plutôt fun. Mais alors là, je trouve que le mec, il a épuisé son panier, il a plus rien à raconter, quoi. Et alors, j'en attendais rien, ça durait 1h29, je l'ai regardé d'un demi-œil, ça m'a bien suffi, quoi. Et puis, j'ai découvert, donc je l'ai recommandé, La colère d'un homme patient, petit film espagnol, par contre, ça, c'était génial, quoi. C'était, c'est vraiment, c'est bien parce que le point de vue du film, c'est un homme normal qui a envie de vengeance parce qu'on a buté sa femme. Comment il va faire? Et c'est un monsieur tout le monde, hein. Il n'est pas baraque, il n'a pas des moyens de fou. Alors, il a peut-être un petit peu de thunes, parce que bon, il a deux, trois propriétés de ce qu'ils te disent, mais c'est tout, quoi. Et Oui, c'est un bijoutier, si je me rappelle bien. de quoi? C'est un bijoutier. Alors, en tout cas, il est fils de bijoutier, ça on Mhm. l'apprend. Mais après, lui en tant que tel, on sait qu'il a des,
qu'il a déterre, quoi, mais c'est tout, quoi. Et franchement, la mise en scène, ce qui est montré, ce qui est dit, ce qui est pas dit, c'est brillant, quoi. Et j'ai appris donc, alors comment il s'appelle le réalisateur? Raoul Arevalo. Arevalo. C'est un acteur à la base. Oui, Et d'Almodovar. ouais, bah oui, probablement. Après, j'avoue J'ai que. écouté un cinéma aussi avec Gutiérrez. Ouais, C'est l'autre. d'accord. Bah écoute, en tout cas, très très bon film. Goya du meilleur film, donc l'équivalent des Oscars, César en Espagne, du meilleur film. Donc franchement, je recommande. Ça dure 1 heure et demie aussi, pareil, c'est efficace as well. C'est le genre de Ouais, film qui Kamel, me fait plaisir, c'est moi. cool, on est vraiment embarqué avec lui dans la psyché et tout. Et son plan, c'est très espagnol, hein, c'est toujours viscéral, hein. C'est comme les Coréens, quoi. Ça rigole pas, quoi. On y va, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Franchement, c'est super, quoi. Enfin, voilà. Et puis, alors, dernièrement, ça c'était d'hier soir, hein, j'ai vu un film très particulier qu'on m'avait recommandé il y a une dizaine d'années qui s'appelle Schizophrénia. Ah, j'aime bien aussi. Et Tu ben l'avais moi, acheté sur Gérardmer. de quoi? Tu l'avais acheté à Gérardmer, celui-là, je me rappelle. Ouais, ouais, je l'avais trouvé à Gérardmer à 5 euros parce qu'à l'époque, c'était le genre de film Carlotta, donc très cher. Donc voilà, je l'ai trouvé à 5 euros. Je me dis, bah, je vais regarder. En plus, je vois 1h19, vas-y, c'est rapide. Mais alors, autant le concept est fort, autant mais je me suis emmerdé dans le film. Mais comme pas possible. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mec qui a tué il y a 8 ou 10 ans, je ne sais plus. Ouais, Et il sort de prison. Le premier truc qu'il veut faire, c'est qu'il veut buter de nouveau quelqu'un. Donc en gros, de 0 à 20 minutes, on le voit déambuler. Donc c'est souvent en voix over, c'est-à-dire on entend ce qu'il pense, etc. Et ça le suit vraiment. Il y a une façon de filmer qui est un petit peu originale, c'est-à-dire ce côté, cette conscience ou cette inconscience, je ne sais pas comment on peut dire, qui est tout autour, donc qui reflète bien. Et j'ai l'impression que c'est lui qui a inventé la caméra portée, c'est-à-dire la caméra qui te suit, que qu'on a pu voir à l'époque dans Requiem for a Dream, etc. Mais alors, autant sur ce qui est montré, moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, hein. Donc, il tue des gens, donc finalement, après, il veut planquer les cadavres, alors tu les suis. Tu sais, au bout d'un moment, ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, contrairement à, par exemple, à la colère d'un patient, je pense qu'il aurait pu enlever pas mal de trucs. Et ça n'aurait pas été dérangeant. Mais après, c'est vrai que son film, c'était un court-métrage dans ce cas-là. Mais bon, tant pis. Moi, je suis passé un petit peu à côté des choses qui C'est arrivent. l'un des films préférés de Gaspard Noé. Et quand tu vois J'ai les... De quoi? J'ai compris. Mais c'est marrant parce que autant, par exemple, Gaspard Noé, quand il cite ses films 2001, Salaud, etc., je peux à peu près comprendre. Mais alors là, je veux dire, à part le côté très Bah, t'as sulfureux. la voix off du début que tu retrouves dans Seul contre tout. Tu as la séquence du tunnel qu'on retrouve dans Irréversible. Et le côté, les plans lancinants, effectivement. Je crois qu'il avait inventé un système, le metteur en scène, avec des miroirs dans la forêt, avec la caméra qui filmait en contre-plongée pour un côté avec des panoramiques très, très flottants. Bah, tu retrouves ça dans Enter the Void, hein, clairement. Ouais, ouais, peut-être. Mais bon, après, je sais pas. Moi, le film en tant que tel, je trouve que c'est. Autant c'était. Enfin, que c'était, on va dire, un laboratoire assez intéressant. Mais Ouais, c'est le film en une tant que tel, expérience. voilà. C'est-à-dire, peut-être qu'il a permis de faire ça, mais alors, en tant que tel, moi, c'est bon, je le reverrai pas, quoi. Je pense que c'est un film, moi j'ai eu la chance de le voir en salle à l'époque aux Allus Collectives. Je pense qu'il faut vraiment le voir en salle, quoi. À la maison, je pense que tu dois perdre Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un truc qui te dérange, etc. Je pense que c'est vraiment un truc atmosphérique et il faut se laisser. Et d'ailleurs, ça pourrait faire une belle soirée, une belle trilogie comme ça, avec Henry, portrait d'un serial killer et maniaque. C'est un beau portrait de tueur en série tu vois, à la première personne, d'un point de vue complètement intérieur et subjectif. C'est une belle soirée en perspective, quoi. Moi, Harry Portrait d'un serial killer, je crois que c'était le film qui m'avait le plus heurté comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, hein, parce que, mais vraiment, j'en étais ressorti lessivé, quoi, hein, j'en pouvais plus, quoi. J'étais, oh là là, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, quoi. Alors, j'en ai quelques-uns aussi pour finir. Je vais en faire plusieurs rapides aussi. Bah déjà, tu parlais de Carlotta. J'ai vu pour la première fois, pareil, j'ai honte, j'ai vu enfin Razorback. Là, je l'ai pas vu. Le Blu-ray, voilà, qui était sorti dernièrement, la copie restaurée, donc chez Carlotta, donc le film de Russell, j'ai même son nom, Mulaki. Mulcahy. Mulcahy.
qui avait fait donc les deux Highlanders, par exemple, qui s'était fait virer de Rambo 3 aussi. Et c'est vrai que c'est un film de dingue, quoi. Enfin, en termes de découpage, etc. La photo, quoi. Enfin, le- les bouches, australiens, enfin, en termes de contre-jour, de silhouette, etc. C'est vrai que c'est quand même une tuerie en termes de photos. Et puis la créature, elle est, voilà, en gros, c'est les dents de la mer. Avec à la place un sanglier, mais c'est vrai que ça marche, quoi. Et c'est vraiment un film glauque, dégueulasse. C'est un vrai film, c'est du samedi, quoi, tu vois, même de la deuxième partie du samedi, quoi, tu veux t'amuser, le Midnight Movies, quoi, et tu passes un super moment, c'est rapide, c'est bien troussé, quoi. J'ai revu, ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Le 13e guerrier. Oh, j'adore ce film. Ah, et ben, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai montré à ma chérie. Alors, on sait que c'est un film qui est, voilà, qui est un peu malade, qui est maudit, puisque c'était adapté du bouquin de Crichton, Eaters of the Dead. Et Crichton était aussi producteur, et entre les deux, ça s'est très mal passé sur le montage. Crichton a récupéré le bébé et donc a fait le montage lui-même et a littéralement charcuté l'idée qu'avait Macti du montage, quoi. Alors malgré ce qu'on croit, il n'y a pas de director's cut, elle n'a jamais existé, elle n'existera probablement jamais. Dans sa tête, McTiernan a une version de 5 à 10 minutes de plus seulement. Tout le monde parle de 2h30 ou 3h, c'est fou. Hein. Il doit durer maxi 2 heures son montage. Et alors, ouais, il y a plein de trucs, tu sens que je le vois plus avec l'œil aujourd'hui, quoi, tu vois, un peu plus aguerri. Tu sens que le début, effectivement, toute la partie à Bagdad, etc., c'est coupé, enfin, tout va trop vite, etc. Mais putain, quel pied total, quoi. Genre, t'en peux plus, quoi. C'est du Peckinpah qui rencontre Kurosawa, quoi, tu vois. Et Fin, putain, à la fin, quoi. le Bullseye, mythique. là, le mec, il est en train de crever, il va quand même aller défoncer du. Oh là là. Mais Genre, apparemment, c'est pas la fin que voulait McTiernan. McTiernan, il avait une fin. Donc, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, spoiler, ah, spoiler. ouais, bon. À la fin, en fait, McTiernan, ce qu'il voulait, c'est que les derniers guerriers qui restent se retrouvent face à une horde là, je ne me rappelle jamais, les Wendell, les Wendorf, la tribu donc des cannibales, ils soient plus de 10 000 en face d'eux, quoi. Et que les gars, ils sont 5 ou 6, tu vois, à être encore vivants, et ils tiennent en fait face aux 10 000, quoi. En mode, on va y aller, quoi. Et que les 10 000 soldats en face se disent, putain, ils ont des grosses couilles, en fait, et que par respect, en fait, ils s'inclinent et ils décident bah, on a perdu, quoi, c'est vous les vainqueurs, quoi. Le truc complètement anticlimatique au possible, quoi. Mais tu t'as rien qu'à en parler, ça fout des frissons, parce qu'en termes d'honneur, de bravoure, etc., quoi, ça se pose là, quoi. Ouais, Et même en l'état, je trouve que voilà, c'est une putain de claque, quoi. Tu passes à un moment, ça va à une vitesse, tu prends ton pied, c'est badass, c'est gore et tout, c'est génial. puis moi, je trouve qu'en plus, dans ce film, McTiernan a eu. Il avait déjà fait ça un petit peu dans Octobre Rouge. Il a cette idée géniale aussi de la langue au cinéma. C'est-à-dire Oui, 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 bien sûr, oui, la c'est vrai. transition. Parce que clairement, c'est fait pour un public américain. Le public américain, ils ne veulent pas lire des sous-titres. Hein. Donc, c'est-à-dire des mecs qui te parlent alors, je ne sais même pas en quelle langue, en viking, là. Ça ne va pas les intéresser. Et ben, il a cette idée géniale que le personnage principal d'Antonio Banderas, qui est quelqu'un de très intelligent, etc., va juste C'est un arabe, écouter, hein. faire des patterns et comprendre en fait leur langue juste en écoutant. Et donc, ça va parler en viking. Puis après, tu vas avoir un mot en anglais, tac, tac, tac. Et en l'espace de 2 minutes, le mec, il comprend leur langue. Et du coup, on va parler en anglais, parce que finalement, c'est C'est eux. vrai que c'est dur à accepter, mais c'est vrai que le gars apprend une langue en même pas une soirée, juste en écoutant et en regardant les lèvres, quoi. Et ça passe, c'est un truc super nanar. Et chez McTee, ça passe du tonnerre de Dieu parce que le découpage est complètement furieux. Et il avait déjà fait le coup sur Octobre Rouge où tu as la caméra qui s'approche comme ça de la bouche du russe. Et Mmh. hop, quand elle commence à repartir, on passe en anglais comme ça. Et ça passe parce que c'est des idées de cinéma. Et c'est vrai que le 13e guerrier, c'est très Macti, c'est toujours ça, Macti. Hein. C'est souvent la question de la langue et de groupes différents qui se rencontrent aussi, quand même. Enfin, c'est le prédateur, enfin, l'homme contre le prédateur, contre l'extraterrestre. C'est l'Action Hero, c'est la réalité versus le cinéma. Là, c'est l'arabe versus les vikings. Octobre Rouge, c'est les Américains et les Russes. Et Mmh. ça marche toujours, je trouve, très, très bien chez Macti, quoi. Je fais une mini parenthèse au passage Vas-y. qui n'est pas cinéma, qui est vidéoludique, dirons-nous. Tu parlais de Predator. Alors, ce week-end, le week-end dernier, du coup, pour ceux qui sont sur PlayStation, sur le PS Plus, il y avait la possibilité de jouer au jeu Predator Hunting Grounds. Donc, en gros, le concept, c'est que c'est des équipes de 5, en tout cas dans la version qu'on a pu jouer.
Dans ces 5, tu as 4 qui font partie d'un commando et un qui est le prédateur. Les mecs du commando doivent faire une mission, c'est-à-dire ils doivent aller dans la jungle faire leur truc. Et t'as le prédateur, le but bah, c'est de les fumer, hein, tout simplement. Et donc tu as la possibilité d'aller to the chopper, à l'hélicoptère, et de t'en sortir, mais entre-temps, il va falloir que tu tapes contre le prédateur, peut-être, quoi. Et du coup, le jeu sort dans un mois, il y a eu donc une démo possible pendant tout le week-end, là. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec quelques amis, notamment des gens qui viennent des fois dans le Super Grave. Et c'était plutôt fun, hein. Il y a un petit côté et Call of Duty et Vendredi 13 pour ceux qui avaient joué au jeu, là, c'est-à-dire, il y en a qui sont donc des campeurs, et c'est Jason, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est dans un mois que ça sort, ça se joue en coop sur Internet. Et c'était cool, je finis ma parenthèse. Moi, j'ai revu le genre Predator 2 avant le confinement, j'aime bien aussi. J'aime moins Danny bien, Glover. je sais pas, je trouve qu'il y a quelques idées, mais moi je trouve que c'est trop écrit avec les pieds, là, notamment Danny Glover, son personnage, à Bah, force. c'est de la BD, quoi. C'est de la BD, il faut le prendre comme ça. Mais moi, je t'avoue, le premier, c'est un chef-d'œuvre. Le 2, il est pas mal, mais il fait le taf. Voilà, il fait le taf. Ouais. Enfin, allez, je vais aller plus vite. J'ai revu Arizona Junior l'autre jour sur Arte. Lesquels? Arizona Junior de Ah, les Frank frères Cohen. Coen, j'adore. Ah, ouais. 86. Deuxième film, chef-d'œuvre. Les mecs, ils font 100%. Ils font l'inverse total avec ce film. Voilà, pareil, c'est de la BD, quoi. C'est du cartoon. Nicolas Cage, en Woody Woodpecker, quoi. C'est super, quoi. C'est super attachant, c'est drôle. Il y a des gueules. On sent que tout le cinéma de Edgar Wright est là-dedans, quoi. On sent que Sam Raimi aussi derrière avec les mouvements de caméra et un ras du sol à la Evil Dead et compagnie, quoi. Donc voilà, revoyez Arizona Junior. Les J'ai frères vu Coen, les deux. Pardon. vous voyez tous les films des frères Coen, c'est simple. Oui, on n'a pas encore trop parlé des frères Cohen en fait dans l'émission. Ah, Donc oui, ah, les, ah, ah, les Cohen. ah, Mais les ah, grands, je les réserve pour la fin. ah. Je fais quoi, les plus grands de tous, on les réserve pour la fin. J'ai vu les deux versions de La Féline. Donc le Jacques Tourneur de 1942 et à la suite. Un bel exercice de cinéma et donc le Paul Schrader en 82 avec Natasha Kinski et Malcolm McDowell. Donc, c'était un peu la tendance à l'époque où on faisait les films, les remakes, mais en bien. Tu sais, il y avait The Thing, le Hawks et le Carpenter, le Scarface, donc bah, pareil, le Hawks toujours et le Brian De Palma. Et donc, les deux versions, les deux, je les trouve très, très bien, complètement différentes. Un, voilà, le tourneur vraiment sur la suggestion, là où Shredder est dans la démonstration, on pourrait dire. L'un sur la frustration sexuelle, celui de 42, et l'autre vraiment dans le trop-plein, on va dire sensuel, quoi, de la sensualité, mais même qui soigne de partout, quoi. On est à la Nouvelle-Orléans, etc. Et puis les partis pris aussi de Shredder, voilà, ce côté beaucoup plus africain, coloré. L'un est vraiment en noir et blanc, très expressionniste, très beau, l'autre bah, très années 80, très pop, Giorgio Moroder, David Bowie, enfin tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Un qui est très mise en scène, Jacques Tourneur, quoi, voilà. La séquence de la piscine, je pense qu'elle se pose encore là 70 ans après, quoi. Et peut-être plus dans le scénario chez Paul Schrader. Mais les deux se complètent pas mal, en fait. Et c'est un bel exercice que de voir deux films similaires à la suite. Et tu vois vraiment les plus et les moins dans chaque film. Donc, je vous conseille aussi ces deux films. Et enfin, pour terminer, je le garde pour la fin. Ma plus grosse claque depuis ce début de confinement, j'ai vu beaucoup de films. C'est un film que je rêve de voir depuis qu'on était à la fac, au moins. C'est Du sang sur la Tamise, donc The Long Good Friday, 1980. C'est un film anglais, une petite série B anglaise de John Mackenzie qui avait réalisé aussi le quatrième protocole avec Michael Caine et Pierce Brosnan. Et d'ailleurs, Pierce Brosnan, dans Du sang sur la Tamise, c'est son premier rôle au cinéma. Il a petit rôle de figuration. Et je te recommande vivement ça. Si tu l'as jamais vu, c'est avec Bob Hoskins et Helen Mirren. C'est du Scarface à l'anglaise, mais vraiment. Et c'est d'autant plus fort que c'est fait 3 ans avant Scarface. Euh, c'est l'histoire d'un gangster joué par Bob Hoskins qui est sur le point de mener un très gros coup. Il y a des Jeux Olympiques qui vont se tenir à Londres, en fait. Et il va signer un très gros contrat qui permettrait vraiment enfin d'avoir un empire total
déjà sur la ville de Londres et même sur, pourquoi pas, sur l'Angleterre. Et à partir de là, tout va bien depuis 10 ans. Il a vraiment établi vraiment toute sa pieuvre, on pourrait dire, sur toute la ville. Et là, il y a une série en fait d'attentats qui lui arrivent en fait sur le coin de la gueule. On commence à tuer ses sbires, il y a des bombes un peu de partout. Et il se dit, mais quel est le fils de pute qui me met des bâtons dans les roues au moment en fait du tout avoir. Et c'est vachement bien. Bob Hoskins, il est monstrueux. On dirait un croisement d'une hargne entre James Cagney, tu vois, et Joe Pesci, quoi. Mais c'est une boule de nerfs, le mec, qui est prêt à te sauter à la gorge, quoi. C'est un pitbull, t'as l'impression, dans Cible, il y a des séquences cultes qui ont marqué le cinéma anglais. J'en avais beaucoup entendu parler et qui font leur effet. Notamment une séquence où t'as Bob Hoskins, il prend tous les caïds en fait, de Londres, il les réunit, il les kidnappe tous et il les plante tous à des crocs de boucher, quoi, dans un abattoir. Et il leur fait la leçon, en fait, en passant avec un travelling comme ça. C'est vraiment super. Et au niveau thématique, voilà, on retrouve ce bling-bling presque Scarface qui préfigure aussi quelque part, j'ai trouvé, le côté Thatcher, en fait. Thatcher n'était pas encore au pouvoir, avec en toile de fond cette idée que l'Angleterre va forcément décroître face à l'Amérique, et comment Bob Hoskins, derrière aussi sa mégalomanie, veut aussi quelque part réinstaurer la grandeur de l'Angleterre, quoi. Et, euh, et c'est très subtil, c'est super fun, enfin, des fois ça y va, c'est gore, musique, électro, tout ce que tu veux, et la fin elle est monumentale, et Hoskins je le répète, il fait un numéro d'acteur dans une séquence, c'est digne de Niro dans Hit. Vraiment, c'est extraordinaire. Du sang sur la Tamise, si vous pouvez le choper, c'est une pépite, c'est une bombe totale ce film. Donc 1980. Bah écoute, je me le suis noté, et puis je vais essayer de le trouver quelque part, hein. En anglais, c'est donc The Long Good Friday. Long Good Friday. Ok. Nick aussi qui joue un parrain de la mafia qui est doublé en anglais, c'est plutôt drôle aussi. Ça. Enfin, petite pépite. Allez, pour terminer, est-ce que tu as un conseil comme ça, DVD, n'importe quoi, pour les gens chez eux, bloqués, confinés, cloîtrés? Alors écoute, moi je sais plus si Canal est encore offert, je crois plus là. Non, c'est depuis le 31 mars à cause En tout cas, c'était une belle initiative. Apparemment, ils se sont fait taper dessus quoi, sur le CNC, mais bon, même d'un point de vue business, je trouve ça cool. Les mecs, TF1, français leur a tombé dessus. c'est quoi? TF1, M6 leur ont tombé dessus et après, le groupe France Télévisions aussi pour concurrence déloyale. Bah, en même temps, ça va, hein, niquez-vous quoi. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, concurrence déloyale. Enfin, je sais pas, moi je trouvais l'idée cool. Ouais, Et puis, au bout d'un moment, c'est une chaîne payante. Bah, voilà, au bout d'un moment, elle redevient payante. Puis ça se trouve, il y a des gens, ça les a motivés, hein. Moi, j'ai un pote, tu sais, qui va prendre Canal parce qu'il s'est rendu compte qu'en plus, via Canal, tu peux avoir OCS, tu peux avoir machin, tu peux avoir truc. Il les refait, il va passer là-dessus. Mais en tout cas, il y a un cycle Louis de Funès qui a commencé hier. Voilà, donc il n'y a pas tout. ouais. Il y a la soupe aux choux, les loups à la cuisse, bon, t'as pas Rabbi Jacob, etc. Mais bon, voilà, hein, donc je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'ai envie de me marrer un petit peu là, donc je pense que je vais m'en regarder quelques-uns. Je vais me regarder Dolemite is my name, là, que tu me recommandes. Et puis, je sais pas, moi, je regardez des films qui vous font rire. Je pense que c'est le meilleur moment, quoi. Rigoler, voilà. Ah bah, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Moi, je me suis fait La Grande Vadrouille, j'ai revu La Cuisse sur France 2, un peu Inspecteur la Bavure, des trucs comme ça, quoi. Enfin, moi, je vous recommande, si vous l'avez en DVD, je l'ai même pas ici en plus, je l'ai chez mes parents, moi, c'est Larry Flint de Milos Forman, film que j'adore Man on the Moon, que j'ai par contre juste derrière moi en Blu-ray. Et ces deux films, en plus, on parle de Dolomite, en plus, c'est les mêmes scénaristes, hein. Donc Scott Alexander et Larry Karazeski, qui a aussi fait Ed Wood de Tim Burton et The People versus O.J. Simpson. C'est les rois du biopic. Et voilà, Larry Flint, la vie du mania du porno, quoi, joué par Woody Harrelson, et comment Milos Forman, tout comme Man on the Moon d'ailleurs, ou même Amadeus, enfin, tous ces films où Valentine et Coucou, comment il en fait une figure libertaire totale en fait, et typiquement américaine au sens démocratique du terme. J'ai le droit en tant qu'individu de m'exprimer, de faire strictement ce que je veux, en étant ce que je suis, en étant un pornographe. Et ben vous êtes tous protégés en fait. Voilà, le premier amendement, vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Et comment tu passes en fait d'un personnage hors norme comme ça, libidineux, tout ce que tu veux, vulgaire,
a clairement un film judiciaire, en fait, parce que tu rentres dans les méandres de la loi américaine, et comment c'est juste drôle, c'est passionnant, et tu vois pas le temps passer, quoi. En 2 heures, puis Woody Harrelson est monstrueux, il y a Edward Norton, comment elle s'appelle Et là, Courtney Love, cherchez son nom. Courtney Love qu'on retrouve aussi dans Man on the Moon aussi d'ailleurs. Et donc voilà, je vous recommande les films de Miloš Forman, c'est toujours bien, un petit Miloš Forman, et puis surtout Larry Flint que j'aime. Et puis celui-là aussi, on vous conseille tous les deux. oh putain, mais tellement. Que tu m'as offert. Et je l'ai revu juste avant le confinement. La restauration, c'est vrai elle est monstrueuse. Donc voilà, plein de films à voir, plein de conseils. On va essayer de poster ça sur YouTube dans la journée, très vite. Je vais essayer de faire ça. Et puis, merci Bertrand. Ah, je t'en prie, avec le plaisir. Et puis, de toute façon, on va continuer. Ah bah écoute, de toute façon, on se tient au courant. Voilà. Donc voilà, à très vite. Et puis, on va continuer à parler de cinéma. Et puis, vous restez à la maison. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Il faut respecter les règles. Voilà. Allez, bisous. À très vite.